Ma femme a établi une règle, tu ne me touches pas à moins que je ne prenne l'initiative. Un mois a passé. Elle n'a jamais pris l'initiative. Alors, j'ai pris l'initiative pour autre chose. Son message vocal désespéré, je te testais. Mon texto en retour, félicitations. Tu as échoué. Le texto est arrivé à 23h47 un lundi soir. 4 mots. Aucune ponctuation jusqu'au point final. Je te testais. Debout au comptoir de la cuisine dans le noir, je l'ai lu 2 fois parce que la deuxième lecture a confirmé que la première avait été exacte. Puis j'ai posé le téléphone face contre le comptoir, j'ai pris mon bloc-notes juridique et j'ai écrit une ligne en haut d'une nouvelle page, j'ai gardé le stylo, et j'ai posé le bloc-notes à côté du téléphone. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. L'étagère du couloir, juste à l'extérieur de notre cuisine, avait porté une photo encadrée pendant 9 ans. Nous deux, plissant les yeux sous un soleil d'octobre sur les marches d'une petite église à Andersonville. Elle, riant de quelque chose que je venais de dire, moi, la regardant comme si cette blague avait fait de moi l'homme le plus chanceux de la cérémonie. C'était une bonne photo. Le genre qui capturait quelque chose de vrai sur un moment qui n'existait plus. Chaque matin, je passe devant cette photo en allant vers la cafetière. Certains matins, je la remarquais. La plupart du temps, non, mais elle était toujours là, ce qui est la manière particulière dont les choses importantes deviennent invisibles, non pas parce qu'elles perdent leur valeur, mais parce que la constance les transforme en meubles. Ma femme était consultante en design d'intérieur. Elle comprenait les meubles. Elle comprenait la manière dont une pièce pouvait être agencée pour donner une certaine impression. La manière dont les objets portaient un sens, la manière dont le placement des choses façonnait la façon dont les gens se déplaçaient dans un espace. Elle le faisait professionnellement. Elle entrait dans les maisons d'inconnus, évaluait ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, déplaçait les choses jusqu'à ce que l'environnement corresponde au sentiment que son client voulait projeter. Cette compétence déteignait sur tout. Je ne l'ai pas remarqué pendant longtemps. Quand on est à l'intérieur de quelque chose, l'architecture est plus difficile à lire. Les samedis matins étaient les nôtres depuis le premier mois de notre relation. Un réveil à 6h15. 2 paires de chaussures de course alignées près de la porte d'entrée. Un parcours qui traversait Lincoln Square et se terminait à un chariot à café sur Western Avenue où un homme dont nous n'avons jamais demandé le nom vendait du café et des gobelets en carton et n'a jamais une seule fois engagé la conversation. Nous courions côte à côte, revenions en sueur et respirant plus fort que nécessaire pour des gens de notre âge, et nous nous tenions près du chariot dans la lumière du matin en buvant un café qui était meilleur qu'il n'en avait le droit pendant 9 ans. C'était le samedi, les 2 réveils, les 2 paires de chaussures, le chariot sur Western. Environ 3 mois avant la règle, elle a cessé de venir. Aucune explication, aucune grande conversation, juste un dimanche soir où elle a mentionné qu'elle pensait passer à un autre type d'entraînement. Et puis le samedi suivant, son réveil n'a pas sonné. J'ai réglé le mien, j'ai regardé les 2 paires de chaussures près de la porte un instant, j'ai lacé les miennes et je suis parti seul. Quand je suis revenu, elle était toujours au lit. J'ai fait de café par habitude, j'ai bu le mien, j'ai versé le sien dans l'évier 1 heure plus tard. Le samedi suivant, pareil. Et celui d'après. À la 4e semaine, j'avais arrêté de régler son réveil, arrêté de faire le 2e café. Un petit ajustement, le genre que l'on fait sans l'annoncer. C'était la première chose que j'ai arrêté de faire. Ce ne serait pas la dernière. Les incidents, quand je les regarde maintenant, avaient la structure claire d'un dossier en cours de constitution, bien que je n'étais pas celui qui le constituait, et pendant longtemps, je n'ai pas reconnu le mémoire. Ils se sont succédés au cours d'une seule semaine en septembre. Chacun insignifiant en soi, s'accumulant pour former quelque chose que je ne pouvais pas nommer jusqu'à ce que le dernier se nomme lui-même. Dimanche. Nous étions sur le canapé le soir, elle lisait, moi à mi-chemin d'un article que je voulais finir depuis 1 semaine. J'ai tendu la main et l'ai posée sur son épaule. Pas un geste romantique, pas une demande pour quoi que ce soit de particulier, juste le contact ordinaire d'une personne touchant quelqu'un à côté de qui elle a dormi pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Elle ne s'est pas raidie. Elle a fait quelque chose de plus subtil que ça. Elle s'est déplacée très légèrement. De la manière dont on se déplace quand quelque chose est dans votre espace et que vous préférez ne pas l'aborder directement. Elle a tourné une page. Le contact a été rompu. Je suis retourné à l'article. Mardi,
sa clé dans la serrure vers 18h30. Le son particulier d'une journée qu'elle voulait voir se terminer. Je l'ai rejointe dans le couloir. Une habitude, le baiser de salutation, la question sur la journée. Elle a tourné la tête avant que je puisse l'atteindre. J'ai eu sa joue au lieu du bonjour que je visais. Le client était épuisant, a-t-elle dit en se dirigeant vers la chambre. Et je suis resté un instant dans le couloir, tenant son manteau, qu'elle avait laissé dans ma main en passant, puis je l'ai accroché au crochet et je suis retourné à ce que je faisais. Mercredi était notre dîner habituel chez Girl and the Goat sur Randolph, un restaurant où nous allions depuis assez longtemps pour que l'hôte connaisse notre préférence pour une table dans un coin, et notre commande pour le premier plat ne nécessitait pas de menu. Elle était au milieu d'une phrase sur quelque chose de déconcertant qu'un client avait fait, gesticulant avec l'énergie particulière d'une personne qui a besoin que son histoire soit entendue plus qu'elle n'a besoin d'une réponse. Ma main s'est déplacée vers la sienne sur la table, le geste automatique de quelqu'un qui a fait cela dans ce restaurant à cette table plus de fois qu'il ne pourrait compter. Son verre de vin s'est levé avec cette main avant que le contact ne soit établi. Un mouvement net, sans précipitation, d'apparence tout à fait naturelle, et le sommelier est apparu pour le remplir, et le moment s'est dissous dans le bruit de la cuisine ouverte et de la foule du soir comme s'il n'avait jamais été tenté. Jeudi, elle était devant le miroir de la salle de bain, appliquant son eyeliner, avec la concentration particulière d'une personne essayant de ne pas faire de bavure. De derrière, les bras autour de sa taille, le genre de choses que les gens mariés font dans les salles de bain. Elle est devenue immobile d'une manière spécifique. Pas l'immobilité du plaisir, mais l'immobilité de l'attente que cela se termine. Puis, je vais faire une bavure. Une observation pratique. J'ai reculé. Elle n'a pas regardé mon reflet. Je veux faire du café. Vendredi soir a apporté le message le plus direct à ce jour. Nous étions au lit. Ma main sur sa taille. Pas une demande, pas une négociation, juste une main. Elle s'est déplacée au bord du matelas avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision avant que le contact n'ait lieu. Quelques minutes plus tard, elle s'est levée, a pris un verre d'eau, est revenue, s'est installée sur le côté. La distance entre nous dans ce lit n'était pas grande au sens physique du terme. Environ 14 pouces. Elle semblait considérablement plus architecturale que cela. Je suis resté éveillé un moment après qu'elle se soit endormie, ne pensant à rien de particulier, passant simplement la semaine en revue comme je révise la transcription d'une déposition, cherchant l'incohérence, l'endroit où le témoignage ne tient pas. Il n'y en avait aucune. Le témoignage était entièrement cohérent. C'était ça le problème. La règle est arrivée le samedi suivant. Dîner, notre cuisine, un repas qu'elle avait préparé, du poulet rôti, quelque chose qui sentait meilleur que l'occasion ne le méritait. Le genre d'effort qui, avec le recul, était l'argument d'ouverture de la conversation qu'elle avait préparée. Elle a attendu que le vin soit servi. Puis, sur le ton qu'elle utilisait pour les ajustements d'horaire et la logistique, elle a dit « Je pense à quelque chose. J'ai besoin que tu arrêtes d'initier le contact physique. Je viendrai à toi quand j'en aurai envie. D'ici là, j'ai juste besoin d'espace pour sentir que c'est mon choix. » J'ai posé ma fourchette. C'est la règle. Ce n'est pas une règle, a-t-elle dit. C'est ainsi que j'ai besoin que les choses soient en ce moment. Elle ne s'excusait pas. Elle ne demandait pas. Elle informait de la même manière qu'un client informe un entrepreneur d'une décision de conception qui est déjà finale. Le ton n'était pas méchant. C'était, si quoi que ce soit, le ton de quelqu'un qui avait répété son discours assez de fois pour en lisser les aspérités. J'ai repris ma fourchette. Bien. Le poulet était vraiment bon. D'accord. Fut la seule chose que j'ai dite. Elle a eu l'air un instant de s'attendre à une dispute et d'avoir obtenu un classeur à la place. Puis elle a pris une gorgée de vin et nous avons fini de dîner sans en discuter davantage. Et j'ai passé le reste de la soirée à ne penser à rien de particulier pendant que le mot qu'elle avait utilisé, « besoin », restait quelque part au fond de mon esprit comme une pièce à conviction qui n'avait pas encore été soumise. Plus tard cette nuit-là, seul avec mon bloc-notes juridique au comptoir de la cuisine après qu'elle soit allée se coucher, j'ai écrit la date en haut d'une nouvelle page. En dessous, j'ai écrit une phrase. Elle dit que c'est une règle. C'était le premier jour. Un avocat spécialisé en contentieux lit les contrats à la lettre. Ce n'est pas un trait de personnalité. C'est une compétence de survie professionnelle.
Les accords signifient ce qu'ils disent. Quand un terme est ambigu, vous notez l'ambiguïté et vous vous y préparez. Quand un terme est sans ambiguïté, vous l'honorez exactement et tenez l'autre partie à la même norme. Les termes qu'elle m'avait donnés étaient sans ambiguïté. Aucune initiative. Elle viendrait à moi. D'ici là, de l'espace. Alors, je lui ai donné de l'espace. Pas comme une punition, pas comme une stratégie, pas comme un coup dans un jeu. Du moins, pas au début. J'ai honoré le contrat parce que c'est ce que je fais avec les contrats. J'ai arrêté de la chercher le matin. J'ai arrêté la tentative de baiser dans le couloir, arrêté la main sur l'épaule, la main au creux de son dos quand nous nous croisions dans la cuisine. Arrêté chaque petite habitude physique qu'un long mariage avait rendue automatique et j'ai remplacé chacune par le comportement neutre ordinaire d'un homme menant sa vie. Jour 7. Jour 14. Jour 21. Elle n'a pas pris l'initiative. Pas une main sur mon bras. Pas un baiser de bonjour, pas un effleurement de contact dans la cuisine quand nous attrapions tous les deux la même chose. L'accord était qu'elle viendrait à moi quand elle le voudrait. J'ai continué à attendre le vouloir. Les jours se sont accumulés sans lui. Ce que j'ai remarqué et noté sans le raconter à personne, y compris à moi-même, c'est qu'elle semblait plus légère, pas plus heureuse exactement, mais moins accablée. De la manière dont une personne semble l'être quand quelque chose qui la pressait doucement a été retiré. Elle se déplaçait plus librement dans l'appartement, prenait plus de place sur le canapé, dormait plus facilement. La règle avait apparemment résolu un problème que je ne savais pas que je créais. Jour 30. J'ai fait un café, je l'ai posé sur le comptoir et je suis resté là un moment à regarder la tasse unique dans l'appartement silencieux avant qu'elle ne descende. Puis j'ai tiré mon bloc-notes juridique et j'ai écrit en haut d'une nouvelle page, 30 jours. Elle n'est jamais venue. Pas une accusation, juste le constat. Le matin du 31e jour était un samedi. Le réveil a sonné à 6h15. Un seul réveil. Je me suis levé, je suis descendu, j'ai lacé mes chaussures de course près de la porte. Sa paire était sur l'étagère du placard du couloir où je les avais mises il y a 3 semaines sans le mentionner. Elle était réveillée. Je pouvais l'entendre bouger dans la chambre. L'ancien scénario aurait été de l'appeler pour lui demander si elle venait, d'attendre, de lui donner les 5 minutes qu'il lui faudrait pour décider. Au lieu de cela, je suis sorti alors que le quartier était encore majoritairement endormi. J'ai couru le parcours de Lincoln Square à un rythme que je n'avais pas utilisé depuis des mois et je suis arrivé au chariot sur Western, respirant fort et me sentant, d'une manière pour laquelle je n'avais pas de mots, comme si j'avais récupéré quelque chose qui était resté vide. Un café. L'opérateur du chariot me l'a tendu avec le silence professionnel d'un homme qui avait vu assez de samedis de la ville pour savoir quand ne pas poser de questions. Quand je suis rentré, elle était à la table de la cuisine. La façon dont elle m'a regardé quand je suis entré. Cette combinaison particulière de surprise et de quelque chose qui se résolvait derrière les yeux. Je l'ai stocké comme je stocke un moment révélateur lors d'un contre-interrogatoire. Classé. Utile. Tu es allé courir, a-t-elle dit. Oui. Tu ne m'as pas demandé si je voulais venir. Le gobelet en carton du chariot à café était encore dans ma main. Chaud. Tu as arrêté de venir il y a 3 mois, lui ai-je dit. Je me suis adapté. Il y a eu une pause qui avait un certain poids. Puis j'ai versé un verre d'eau, je suis monté prendre une douche et j'ai laissé la pause où elle était. Quand je suis redescendu, elle en était à sa 2e tasse de café, regardant la porte d'entrée fermée. Faire une seule tasse de café au lieu de 2. Cet acte simple, répété sans annonce pendant des semaines, avait apparemment dit quelque chose que plusieurs conversations n'avaient pas réussi à dire. Parfois, l'argument le plus précis est celui que l'on ne formule pas à voix haute. Mon bloc-notes juridique était sur le comptoir. Je me suis assis avec. Elle s'est retournée. Je vais arrêter d'essayer de comprendre ce que j'ai fait de mal, ai-je dit sans lever les yeux. Elle est restée là un moment. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la règle fonctionne dans les 2 sens maintenant. Elle m'a regardé écrire quelque chose sur le bloc-notes. Je n'écrivais rien de particulier, juste le mouvement d'un homme qui est retourné à son propre travail. C'était suffisant pour le moment. C'était en fait tout l'enjeu. La semaine qui a suivi a eu la qualité d'une expérience contrôlée, c'est ainsi que je la conçois maintenant. Je n'exécutais pas un plan.
Je me comportais simplement de la manière que la situation exigeait logiquement et j'observais ce qui se passait. Lundi, pas de texto de suivi pendant la journée. J'en avais envoyé de manière fiable pendant des années. De petits messages de maintenance qui disaient « Je pense à toi » sans le dire avec ces mots. Un texto d'elle est arrivé à 10 heures. Matinée bizarre. Tu vas bien? Je l'ai lu à midi et j'ai répondu 3 heures plus tard avec un seul mot. Bien. Elle a attendu le reste. Le reste n'est pas venu. Mardi, elle m'a demandé de récupérer le nettoyage à sec et de m'arrêter pour du vin en rentrant. Un dîner avec un client qu'elle avait jeudi. Elle avait besoin de 2 bouteilles. Le pressing fermait à 19 heures. L'ancienne version de moi l'aurait noté, l'aurait intégré à son itinéraire, aurait ramené les 200 mentionné le dérangement. J'ai quelque chose après le travail, lui ai-je dit. Le nettoyage à sec devra attendre. Elle m'a fixé un moment. Depuis quand as-tu des projets un mardi? Depuis que j'ai commencé à en faire. Elle a semblé vouloir insister et a décidé de ne pas le faire. Je suis retourné à ma lecture. Ce que j'avais après le travail était un tabouret de bar au Violet Hour sur Damon et 1 heure avec un roman que j'avais négligé. Le genre de soirée que j'avais cessé d'avoir quelque part dans un mariage où sa logistique avait tranquillement supplanté la mienne. Je n'ai rien expliqué de tout cela. Ce n'était pas pertinent pour sa question. Mercredi, j'ai annulé notre réservation habituelle pour le dîner à 16 heures dans l'après-midi. Un texto, pas ce soir. Elle a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner et j'ai répondu par texto. À la maison pour 19 heures. Quand je suis arrivé, elle avait commandé à emporter, mis une seule place à table. Cela a été enregistré sans être enregistré. Elle avait fait une supposition, et pour une fois, la supposition avait été correcte. Je me suis fait une assiette à partir du réfrigérateur et j'ai mangé au comptoir. À mi-chemin, depuis la table, tu aurais pu me le dire plus tôt. Je te l'ai dit. Une raison. Je veux dire, une vraie raison. Je n'étais pas d'humeur pour un restaurant. C'était la fin du sujet. La chaise vide à notre table habituelle sur Randolph pouvait remplacer n'importe quelle explication que je n'avais pas donnée. Jeudi, son amie est venue dîner, une femme qu'elle connaissait avant notre rencontre. Une de ses amitiés avec assez d'histoire pour que les 2 femmes donnent l'impression de former une unité dont j'étais toujours légèrement à côté. J'étais civil, poli, présent. Je n'ai pas fait de performance. Son amie m'a regardé pendant une pause dans la conversation et a dit, « Elle dit que tu as été un peu distant dernièrement. » J'ai été cohérent, ai-je dit. Puis je me suis excusé, je suis retourné à mon bureau et j'ai fermé la porte. Après le départ de l'amie, ma femme m'a trouvé là. C'était impoli, a-t-elle dit depuis le seuil. J'étais poli. Je ne faisais simplement pas la conversation. Je me suis retourné vers le mémoire que je lisais. La conversation était terminée. Vendredi. Elle est rentrée à 21h30, plus tard que d'habitude, passant la porte avec l'énergie particulière d'une personne qui attend qu'on lui demande où elle était. J'étais au comptoir de la cuisine avec une bière et mon bloc-notes juridique. J'ai levé les yeux. Salut. Je suis retourné au bloc-notes. Tu ne vas pas demander où j'étais? Le ton n'était pas tout à fait une accusation, plutôt une suggestion au cas où j'aurais oublié mes répliques. Pas particulièrement. J'ai dîné avec un client. Ça a duré longtemps. D'accord. Une pause s'est installée. Tu ne vas vraiment rien dire? À propos de quoi? Ce silence était plus intéressant que tout ce que l'un ou l'autre aurait pu dire pour le combler. Elle est montée. J'ai entendu la douche couler et je suis retourné à mes notes. La veste, c'était un jeudi soir, une semaine après ça. Elle avait été à une consultation client en ville, une visite de showroom. Elle l'avait mentionné ce matin-là. Un nouveau client commercial, rénovation de bureau, le genre de projet qui signifiait généralement 2 ou 3 visites sur site sur quelques semaines. Elle est rentrée et a laissé sa veste sur le dossier d'une chaise de cuisine. Pas sa chaise habituelle, l'autre, ce qui était une petite chose et exactement le genre de petite chose que je n'aurais normalement pas remarqué. Je l'ai prise pour la mettre au crochet, et l'odeur m'a atteint avant même la pensée. Pas son parfum. Plus chaud que ça. Boisé,
avec quelque chose en dessous qui ne venait pas d'un showroom, ni d'échantillons de tissu, ni de rien qui provenait d'une pièce en cours d'évaluation professionnelle, quelque chose qui venait de la proximité avec une personne spécifique pendant un temps spécifique. J'ai tenu la veste une seconde de plus. Puis je l'ai accrochée au crochet près de la porte, j'ai allumé la cafetière et je suis resté au comptoir pendant qu'elle fonctionnait, regardant dans le vide avec mes mains à plat sur le comptoir. Le travail de design d'intérieur implique la proximité, des espaces confinés, se pencher sur des tables, examiner des échantillons, se déplacer ensemble dans des espaces. Tout cela était vrai. Ce qui était également vrai, c'est que l'odeur sur sa veste ne provenait d'aucun espace où j'avais été, ni de personne que je connaissais. Et j'aurais pu lister tous les parfums et eaux de Cologne qu'elle possédait et aucun d'eux n'était celui-ci. Je l'ai classé. C'est le seul mot pour ce que j'en ai fait. Pas supprimé, pas nié. Classé. Une pièce à conviction marquée mais pas encore soumise. Sur mon bloc-notes juridique cette nuit-là, après qu'elle soit allée se coucher, j'ai écrit un mot et je l'ai souligné, schéma. 2 jours plus tard, samedi après-midi, tôt. J'étais dans mon bureau avec la porte entr'ouverte, révisant des dépositions. Elle était dans le salon. Le registre de sa voix a changé, pas pour un murmure, mais pour cette baisse particulière de ton et de volume qu'une personne utilise lorsqu'une conversation n'est pas censée être entendue dans les autres pièces. Une voix contenue, une voix consciente de son acoustique. Je n'ai pas bougé, je ne me suis pas penché vers la porte. J'ai entendu le rire, bref, involontaire, le genre de son qui a sa propre origine spécifique. Au début de notre mariage, elle avait ri comme ça à des choses que je disais. Pas un rire social, pas un amusement poli, mais le vrai. Je ne l'avais pas entendu depuis longtemps. Une phrase m'est parvenue avant qu'elle ne se dirige vers la chambre. Je sais, je sais. Moi aussi. La porte de la chambre a cliqué en se fermant. Sur le bloc-notes juridique, à côté du mot souligné de jeudi, j'ai tracé une seule ligne horizontale et j'ai rebouché le stylo. Un dossier n'a pas besoin d'une confession pour être constitué. Il requiert un schéma et la volonté de le lire. On m'avait présenté les deux. Ce soir-là, elle est venue me trouver, inhabituellement chaleureuse, me demandant si je voulais regarder quelque chose ensemble. Je suis au milieu de quelque chose, ai-je dit. Peut-être plus tard. Plus tard est venu et reparti sans que j'apparaisse dans le salon. Et à 22 heures, j'étais au lit. Elle est montée vers 23 heures. J'étais encore éveillé, tourné dos à la porte. Elle se déplaçait silencieusement, le silence spécifique de quelqu'un essayant de ne pas avoir à rendre de compte. Vers 23h30, j'ai de nouveau entendu sa voix depuis la salle de bain. Plus basse maintenant, brève, se terminant par un son doux que j'ai reconnu même à travers une porte fermée. Je ne suis pas resté éveillé à construire le scénario. Le scénario s'était déjà construit tout seul. Ce que j'ai fait à la place, c'est permettre à la connaissance de s'installer à sa juste place dans le dossier. Pas au centre, pas le point culminant, juste le contexte. La veste, le rire, la voix basse et les 30 jours pendant lesquels elle ne m'avait jamais une seule fois cherché. C'était un mémoire complet. Chaque argument a besoin d'une théorie. Le mien en avait une maintenant. Le dimanche après la veste, elle a fait des pâtes. Les pâtes du deuxième rendez-vous, celles qu'elle avait faites quand nous étions encore nouveaux l'un pour l'autre, et que chaque dîner avait un peu de théâtre. Des bougies, la bonne bouteille, l'appartement sentant comme il sentait quand nous avions des invités et qu'elle voulait que la soirée ait l'air de quelque chose. Je pensais qu'on pourrait avoir un vrai dîner ce soir, a-t-elle dit. On dirait un effort. Je voulais faire quelque chose de bien. La nourriture était excellente, ce que j'ai reconnu. Le timing était ce qu'il était, ce que j'ai également reconnu. C'est le premier dîner que tu cuisines en environ 6 semaines, ai-je dit. Je note le timing. Elle m'a regardé manger. Je n'ai pas développé le compliment. Un compliment qui ne mène nulle part est sa propre sorte de déclaration. Lundi soir, elle a éteint la télévision quand je suis entré de la cuisine. Le signal universel, je veux toute ton attention pour ce qui va suivre. J'ai l'impression que nous sommes des étrangers ces derniers temps, a-t-elle dit. J'ai levé les yeux du bloc-notes. Des étrangers? Tu sais ce que je veux dire. Distant. Je t'ai donné exactement ce que tu as demandé. De l'espace. Aucune pression. Aucun contact non sollicité.
Tu as conçu ça. J'ai vécu dedans. Il y a eu une longue pause, le genre qui se forme quand on donne à quelqu'un un fait contre lequel il doit argumenter mais ne trouve pas l'angle. Après un temps approprié, j'ai repris le bloc-notes. Elle m'a regardé retourner à mon travail. Le simple acte de cela, un homme retournant à ses propres affaires, était le renvoi. Mercredi soir, elle est venue se coucher en portant quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Quelque chose du début du mariage, à l'époque où elle arrangeait ses soirées comme elle arrangeait les pièces, avec intention, avec le but spécifique d'un effet spécifique. Elle s'est approchée de mon côté du lit et a posé sa main sur mon bras. « Tu me manques » a-t-elle dit. « Vraiment ? Est-ce une question ? Une observation ? » Elle a dit qu'elle voulait être à nouveau proche. Et j'ai posé le livre et je l'ai regardé directement pour la première fois depuis un moment et j'ai dit, « Tu as établi une règle il y a un mois. Pas de contact à moins que tu ne l'inities. » Je l'ai honoré, chaque jour. Elle a demandé si c'était de ça qu'il s'agissait. Il s'agit du fait que tu n'as jamais initié. Pas une seule fois en 30 jours. Ce soir, quelque chose a changé pour toi et tu t'attends à ce que l'interrupteur fonctionne dans la même direction. J'ai repris le livre. Ce n'est pas le cas. Elle s'est assise sur le bord du lit un moment, puis s'est levée. Je l'ai entendue bouger en bas pendant 1 heure. J'ai laissé ça reposer avec tout le reste. Vendredi, elle est rentrée en ayant l'air vraiment fatiguée ou en faisant une imitation convaincante. J'avais arrêté de faire la distinction. Elle s'est assise au comptoir de la cuisine et est restée silencieuse un moment. J'ai été confuse à propos de certaines choses, a-t-elle dit finalement. Quelle chose ? Nous. Ce que je veux. Si j'ai été. Elle s'est arrêtée. Puis, juste. J'ai posé mon café. Pendant toutes ces années de mariage et un certain nombre de procès avant cela, j'avais entendu juste utiliser d'une manière spécifique, comme le mot qu'une partie plus forte choisit quand l'argument est en train de changer. Je l'ai reconnu comme l'indice que c'était. Juste est une barre basse, ai-je dit. Je ne demandais pas à être traité justement. Je demandais à être désiré. C'est un mot différent et une norme considérablement plus élevée. Elle a semblé sur le point de pleurer. J'ai fini mon café, j'ai rincé la tasse et je suis allé me préparer pour la course du lendemain matin. Dimanche. Elle attendait dans la cuisine quand je suis rentré. Assise, pas debout, un détail qui comptait. Être debout est une position à partir de laquelle les gens partent. Être assis est une position à partir de laquelle ils ont l'intention de rester. Elle a dit qu'elle avait besoin de me dire quelque chose. J'ai versé un verre d'eau, je me suis appuyé contre le comptoir, je n'ai rien dit. J'ai passé beaucoup de temps avec quelqu'un. Une pause. Un client. Il traverse des moments difficiles et nous avons parlé plus que ce qui est probablement approprié. Probablement. Je ne dis pas qu'il s'est passé quelque chose. D'accord. L'absence de la réaction qu'elle attendait était, je pouvais le voir, sa propre forme de déstabilisation. Elle s'était préparée à un type de scène spécifique. Jalousie, accusation, escalade, quelque chose contre quoi elle pourrait se battre. Elle a eu un homme buvant de l'eau au comptoir et écoutant avec la qualité d'attention particulière que les tribunaux appellent neutre. Je te dis ça parce que je veux être honnête. Tu me dis ça parce que l'autre direction a cessé de fonctionner, ai-je dit. L'honnêteté est ce qui reste. Elle a commencé à dire que ce n'était pas ça et j'ai demandé comment il s'appelait. Pause. Ça n'a pas d'importance. Elle a dit. Correct. Ça n'en a pas. Le fait qu'elle ne puisse pas dire le nom était la seule confirmation dont j'avais besoin. J'ai posé le verre d'eau et je me suis dirigé vers le couloir. Quand je redescendrai, j'aimerais que tu réfléchisses à ce que tu veux vraiment, pas à ce que tu veux sauver. Il y a une distinction à faire entre ces deux choses. Je suis monté. L'appartement était silencieux derrière moi. Lundi après-midi, elle est rentrée tôt, plus tôt que d'habitude, passant la porte avec l'énergie spécifique de quelqu'un qui a pris une décision et a besoin de la communiquer pendant que la résolution est encore intacte. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle commencé. Je veux ça. Nous. J'étais juste. Je testais pour voir si tu te battrais pour ça. Le mot a atterri dans la pièce avec une sorte de finalité. Tester. La règle. J'avais besoin de savoir que tu t'en souciais assez pour résister,
pour ne pas simplement l'accepter. Donc, la règle était un test, ai-je dit. Je sais comment ça sonne. Dis-moi quelle était censée être la bonne réponse. Elle a dit qu'elle voulait que je refuse. Que je lui dise que ce n'était pas acceptable. Que je me batte pour nous. Je l'ai regardé un moment avant de parler. Tu voulais que je transgresse une limite que tu avais fixée pour pouvoir utiliser la violation comme preuve que je ne te respectais pas. Ou tu voulais que j'accepte la limite pour pouvoir utiliser l'acceptation comme preuve que je ne m'en souciais pas. L'une ou l'autre réponse était un échec. Ce n'est pas un test d'amour. C'est un piège conçu sans issue. Elle a commencé à dire que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. L'une ou l'autre réponse que tu as conçue était un échec, ai-je dit. C'est le résultat du test. Le résultat est valide, que ce soit celui que tu voulais ou non. J'ai pris mes clés. Elle a demandé où j'allais. Faire un tour en voiture, ai-je dit. Puis je suis sorti. Le lac était sombre à cette heure, éclairé sur les bords par la lueur ambrée particulière de la ville. Je me suis assis dans la voiture au bord de l'eau, j'ai éteint la radio et j'ai laissé le moteur tourner, sans penser exactement, traitant l'information de la manière qui nécessite l'immobilité plutôt que l'analyse. Mon téléphone a vibré avec une notification de messagerie vocale. Je l'ai ignoré, je suis resté assis encore 10 minutes. Puis j'ai mis la voiture en marche et je suis rentré. Et quelque part sur l'autoroute, j'ai activé la messagerie vocale en Bluetooth et je l'ai laissé jouer à travers les haut-parleurs. Sa voix, parlant trop vite, comme le font les gens quand ils ont peur du silence entre les phrases. S'il te plaît, rentre à la maison. Je sais comment ça a sonné. Je te testais. J'avais juste besoin de savoir que tu voulais toujours ça, que tu te battrais pour ça, que je n'étais pas la seule à m'en soucier. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai juste besoin de te parler, s'il te plaît. L'audio s'est terminé. La voiture est restée silencieuse un moment, juste le son de la route et le bourdonnement ambiant de l'autoroute la nuit. Je n'ai pas rappelé. L'appartement était sombre quand je suis rentré. Elle était à l'étage. Je me suis tenu au comptoir de la cuisine sous la seule lumière du plafond, le bloc-notes juridique était exactement là où je l'avais laissé et le téléphone était dans ma main. J'ai regardé son nom dans mes contacts un moment. Puis j'ai ouvert un nouveau message, j'ai tapé 3 mots, j'ai ajouté un point et je l'ai envoyé. Félicitations, tu as échoué. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir à côté du bloc-notes juridique. Le son qu'il a fait en se posant était exactement le même que celui de n'importe quel autre moment ordinaire dans cette cuisine. Il y avait quelque chose de presque drôle à ce sujet. Presque. Le test qu'elle avait conçu avait une bonne réponse après tout, pas celle qu'elle avait prévue. Elle voulait savoir si je la poursuivrais. La bonne réponse, il s'est avéré, était que je ne le ferais pas. Elle avait son résultat. Les données étaient complètes. Mardi matin, elle est descendue en tenant son téléphone à 2 mains. La façon dont les gens tiennent les choses quand ils essaient de décider quoi en faire. J'étais au comptoir avec mon café, lisant des notes de déposition. Ce texto, a-t-elle dit. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que échouer veut dire? Ça veut dire que le test a produit un résultat auquel tu ne t'attendais pas, ai-je dit. Un résultat inattendu reste un résultat. Elle est restée là. Tu n'es même pas en colère. Non. C'est pire, en quelque sorte. Je sais. J'ai tourné une page. Elle m'a regardé ne pas prendre la deuxième tasse. 9 ans à prendre la deuxième tasse et son absence parlait d'elle-même maintenant. Elle m'a demandé si je la quittais. Je ne te quitte pas, ai-je dit. Je termine ce que tu as commencé. Cette distinction compte pour moi. La destination est la même. Elle n'a pas répondu. Il n'y avait rien à répondre. Cet après-midi-là, j'étais dans mon bureau sur Wacker, 20 étages au-dessus de la rivière. Je suis allé dans la salle de conférence vide, j'ai fermé la porte et j'ai appelé un collègue du même couloir, un avocat en droit de la famille avec qui j'avais travaillé sur une affaire il y a 2 ans. Une brève conversation, professionnelle, courtoise. Un rendez-vous pour jeudi. J'ai raccroché et je suis resté devant la fenêtre allant du sol au plafond, regardant la rivière en contrebas, les ponts-levis, les bateaux de tourisme et le gris spécifique de l'eau dans la lumière de l'après-midi. Toutes ces années à tendre la main, à me présenter les mains pleines et sans rien retenir, j'avais cru que c'était ce que le mariage exigeait.
La cohérence, l'effort, la volonté de continuer à tendre la main même quand le geste allait dans une seule direction. Ce que je lui avais appris sans le vouloir était quelque chose que je n'avais pas l'intention d'enseigner. Certaines leçons prennent 9 ans pour être vues clairement de l'autre côté. Mercredi soir, elle attendait de nouveau. Il y avait une qualité là cela maintenant. L'attente qui était passée de l'attente confiante de quelqu'un qui sait qu'une personne finira par revenir à l'attente incertaine de quelqu'un qui n'est plus sur des termes. Elle a proposé une thérapie. Elle a proposé de mettre fin au contact avec le client. Elle a proposé un week-end ailleurs, un changement de décor, une remise à zéro, la séquence de propositions qui arrive lorsque les gestes individuels sont épuisés. J'ai tout écouté. Quand elle a eu fini, j'ai dit, ce sont toutes des choses que tu proposes d'arrêter. Rien que tu ne proposes de commencer. Elle n'a pas répondu. On ne peut pas construire quelque chose à partir de l'absence de dégâts, ai-je dit. C'est juste se tenir dans une pièce où le feu est éteint. Puis je me suis dirigé vers l'étagère du couloir. La photo de mariage était là depuis la semaine où nous avions emménagé, soit 3 semaines après notre retour de lune de miel, un détail qui disait quelque chose sur le genre de personne que nous étions au début. Nous deux plissant les yeux sous la lumière d'octobre. Elle riant. 9 ans sur une étagère. Je l'ai décroché, je l'ai posé face contre la console, pas jeté, pas emballé, juste posé, face contre le bois, pour que ni l'un ni l'autre n'ait à la regarder. Elle l'a vue en se retournant. Son visage a fait le travail qu'une explication plus longue aurait fait moins efficacement. Je suis monté sans un mot. Elle est restée où elle était. La porte de la chambre d'amis s'est refermée silencieusement derrière moi. Le divorce est en cours. Cette phrase a le même poids pour moi que la plupart des processus juridiques. Procédural, séquentiel, une série d'étapes qui vont dans une seule direction. Je sais comment les affaires évoluent. J'ai le rendez-vous le jeudi matin et un collègue qui est précis et impartial à ce sujet, ce qui est ce dont j'ai besoin. Elle a appelé 11 fois au cours des 2 premières semaines après mon déménagement dans le district de Fulton River. Je les ai laissés sonner. Les messages vocaux que j'ai écoutés ne m'ont rien appris de nouveau. Ce que je n'ai pas écouté, je suppose, ne me disait rien de plus. Elle a texté avec une certaine fréquence et j'ai répondu à 2 d'entre eux. Le transfert de bail et le compte joint, tous 2 pratiques, tous 2 nécessitant une réponse. Le bail avait toujours été à son nom. Elle avait l'appartement avant que nous emménagions ensemble, et le remettre à son seul nom a été la chose la plus simple que l'un ou l'autre d'entre nous ait faite pendant cette période. Le reste ne nécessitait pas de réponse, donc ils n'en ont pas eu. Il y a eu un message vocal le 3e mois. Plus tard dans la nuit, d'un registre différent des précédents, plus calme, sans le sous-entendu d'urgence qui avait motivé les tentatives précédentes. Sa voix y était plus petite, en quelque sorte. Ne jouant aucun rôle. Je sais que tu ne vas pas rappeler, a-t-il commencé, puis une pause. Je voulais juste dire que je comprends maintenant. Ce que le test mesurait réellement. Je ne voulais pas mesurer ça. Je l'ai écouté une fois, j'ai posé le téléphone, j'ai continué ma soirée. Il est resté dans mon dossier de messagerie vocale pendant 3 jours, puis je l'ai supprimé. Pas dans un état émotionnel particulier, mais de la manière ordinaire dont une personne efface les choses qui n'ont plus besoin d'être gardées. Le premier message vocal avait été une exigence déguisée en vulnérabilité. Celui-ci était autre chose, peut-être réel, peut-être juste une phase ultérieure de la même chose. J'avais cessé d'être la personne qui dépensait de l'énergie à faire cette distinction. La distinction ne changeait pas la conclusion. Quoi qu'il en soit, l'appartement dans le district de Fulton River a une cuisine qui fait face à l'est. Les matins clairs, la lumière entre par la fenêtre en un long angle sur le comptoir où se trouve mon bloc-notes juridique. Et la cafetière fonctionne avec le son particulier d'une cafetière qui n'appartient qu'à une seule personne. Et les chaussures de course près de la porte d'entrée sont une seule paire et l'ont été depuis le premier matin. Les réveils du samedi sonnent à 6h15. Un seul réveil. Le parcours à travers Lincoln Square prend environ 40 minutes au rythme auquel je me suis habitué, qui est plus rapide que celui que j'avais l'habitude de courir quand j'ajustais mon rythme à celui de quelqu'un d'autre. Le chariot sur Western est là où il a toujours été. Et l'homme derrière lui me tend le café avec la même économie professionnelle qu'il a toujours eue, et je me tiens dans la lumière du matin en le buvant comme on boit quelque chose qui coûte moins que ce qu'il vaut. La course se termine dans une cuisine où je suis la première chose éveillée.
Elle se terminait autrefois dans une cuisine où je me demandais si la personne à l'intérieur voulait de moi. Les deux cuisines faisaient du café. Une seule d'entre elles m'obligeait à porter une question à laquelle on n'avait jamais répondu. Quelque part en ville, elle est peut-être en train de parcourir l'espace de quelqu'un en ce moment même, évaluant ce dont la pièce a besoin, décidant où les choses devraient aller, arrangeant les meubles jusqu'à ce que l'environnement reflète le sentiment que son client essaie de projeter. Elle est très douée pour ça. Elle comprenait comment les objets portaient un sens, comment le placement façonnait la façon dont les gens se déplaçaient dans un espace, comment une pièce pouvait être organisée pour donner une impression particulière. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que les choses qu'elle avait arrangées avaient finalement cessé d'être disponibles pour être déplacées. Passons outre le bruit et allons à l'essentiel. Parlons du test, car c'est la partie qui devrait faire réfléchir tout le monde. Elle a conçu une situation sans bonne réponse. Respectez la règle. Preuve que vous ne vous en souciez pas. Enfreindre la règle. Preuve que vous ne la respectez pas. L'un ou l'autre résultat lui donne exactement le récit dont elle a besoin. Et puis, quand vous avez réussi en refusant simplement de la poursuivre, elle a appelé ça un échec. Ce n'est pas un test d'amour. C'est un tribunal où le verdict était écrit avant même que vous n'entriez. Le message vocal disait tout. Pas tu me manques, pas j'avais tort, mais je te testais. Comme si l'expérience elle-même justifiait tout ce qui l'avait précédé. Vous n'avez pas échoué à son test. Vous avez refusé de le passer. Ce sont deux choses très différentes et une seule d'entre elles laisse une personne avec son amour-propre intact. Leçon, quiconque conçoit un test où l'aimer correctement signifie soit enfreindre une règle, soit accepter une punition a déjà décidé de la fin de l'histoire. N'auditionnez pas pour un rôle écrit pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un vous a-t-il déjà mis dans une situation sans issue comme celle-ci? Partagez votre histoire ci-dessous.